Bonjour et très heureux ce soir, encore en ce jour, pour la rencontre hebdomadaire. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous allons parler des faits marquants de l'actualité de ces derniers jours. On connaît depuis quelques 48 heures le nouveau gouvernement qui va gérer la transition. Nous sommes en transition vers une 5e République. Nous parlerons de ces faits marquants de l'heure, ces ministres qui ont fait leur entrée et d'autres qui sont sortis. En tout cas, quelles appréciations les Togolais font de ce nouvel exécutif, nous en parlerons. Mais avant cela, on va parler également de la sage-femme, son rôle dans la société et ensuite de l'engagement politique d'une femme que je reçois sur mon plateau ici. Pour discuter cette question, je reçois pour vous Madame Grace Koumaï, c'est bien ça, Madame? Oui, Grace Bikoni Biati Koumaï. Très bien. Merci de cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci pour l'opportunité. Nous allons parler des sujets d'actualité. Mais d'abord, vous avez plusieurs casquettes sur votre tête, comme on dit. Vous êtes sage-femme de formation et de profession. Vous êtes une femme engagée en politique. Et puis aussi, vous avez votre regard sur l'actualité. Voilà les thèmes qui vont meubler notre échange de ce matin. Merci beaucoup. Également, je suis syndicaliste. Je suis la secrétaire de l'Association des sages-femmes du Togo de 2016 à 2021. Très bien, beaucoup de casquettes. Donc, on va commencer à tout hasard par votre formation professionnelle, votre carrière, le métier de sage-femme. Alors, question tout ordinaire, n'est-ce pas? Alors, comment avez-vous fait ce choix et pourquoi avez-vous choisi cette formation et cette profession? Qu'est-ce qui m'a amené à faire le choix de la profession sage-femme? Au début, c'était la passion pour la santé. Je me rappelle, dans la région des Savants, j'étais encore sur les bancs. Je suivais les services, les émissions de Madame Tchania Leila. Elle est actuellement la présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Elle animait des émissions sur les thématiques liées à la grossesse, la prévention des infections sexuellement transmissibles. C'était dans les églises, à la population. Et j'ai dit, je vais devenir comme toi. Je suis allée vers elle au CHS Codé. J'ai dit, maman, je souhaiterais un jour être comme vous. Elle m'a dit, ma fille, il faut avoir le bac. C'est ce qui m'a amené à faire plusieurs années au bac. Je vous rappelle que j'ai fait plus de 4 ans en terminale. J'ai fait 8 ans au lycée. Donc, j'étais déterminée à avoir mon bac pour être sage-femme. Et heureusement, j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours et je suis devenue sage-femme. Pendant la première année, j'ai voulu désister parce que ce que je voyais sur le terrain, ce n'était pas ça. J'ai dit, ce n'est pas ce que je veux, mais je n'ai pas pu, ce n'était plus possible. J'ai dit, je dois réinventer la profession de sage-femme. Je dois faire de cette profession sage-femme autrement. Ce qui m'a amené au début, déjà 2016, quelques mois après mon diplôme, à être élue secrétaire de l'association des sages-femmes du Togo. C'est ça. Donc pour vous, c'est une passion, c'est un engagement, une volonté, n'est-ce pas, d'exercer ce métier de faiseur d'hommes, en tout cas d'accoucheur d'hommes, c'est ça? D'accoucheuse et de femmes. La sage-femme, c'est une personne qui donne la vie. Nous accompagnons la femme enceinte, bref, une femme en âge de procréation jusqu'à la période de ménopause. C'est ça. Donc, pour moi, c'est une passion d'être à l'écoute des femmes, à aller au-delà de ce qu'on attend de la femme. Et c'est une passion, un engagement, une détermination et surtout la résilience. Ok. Et vous avez en charge 2 vies, la vie de la maman et la vie du futur bébé. Sans oublier la vie du mari aussi qui est là. Parce que nous oublions que lorsque la femme porte la grossesse, on oublie, on écarte le mari, mais nous avons l'habitude de dire la femme porte la grossesse, le bébé dans son ventre, mais le monsieur porte cet enfant dans la tête. Donc l'accompagnement ne se limite pas à la maman et au bébé, mais également avec le mari. Donc nous avons la vie de 3 personnes et dans la main. Il faut vraiment être premièrement sereine, avoir confiance en ses compétences et il faut également avoir l'esprit d'anticipation parce que chaque accouchement est unique. Chaque grossesse est particulière et il faut anticiper parce que chaque jour vous vous levez pour aller à la salle d'accouchement. Vous pouvez avoir des cas nouveaux. Et il faut aussi avoir l'esprit d'humilité. Dans notre profession, cette profession nous apprend à toujours être humble parce qu'il n'y a pas de sage-femme expert. Vous pouvez être experte, mais à tout moment rencontrer une situation complexe.
Donc c'est pas ce que nous regardons souvent, hein, parce que bien souvent, on a comme l'impression que dans les maternités, dans les salles d'accouchement, vous êtes dur et terrible envers les Nous femmes. sommes les méchants, ceux qui aiment de l'argent, les sorcières. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne vais pas peindre en noir le statut de la profession sage-femme. Elles sont nombreuses, ces sages-femmes qui mettent la satisfaction de la femme au cœur de leur profession. Mais il y a des brebis galeuses comme dans toutes les professions. Oui. Une sage-femme, nous avons deux vies. Je vais vous donner un exemple, ok? Terre à terre, vous avez une sage-femme qui est douce, qui accompagne tout le monde, dit elle est douce. Mais à chaque fois, il y a des complications. Elle a des enfants avec des séquelles. Vous avez une sage-femme, dans sa réaction, elle crie, elle fait ci, elle fait ça. Mais à tout moment, rares sont des bébés qui naissent avec des séquelles. Vous allez choisir quelle sage-femme? Celle qui coopère avec des enfants qui portent des séquelles ou bien celle qui est visiblement méchante mais qui prend soin d'avoir des enfants. C'est ça. Vous choisissez quelle Le deuxième cas, hein? Ah, voilà. Donc, nous ne sommes pas sorcières, nous ne sommes pas des méchantes. Comme on dit, nous avons deux vies à la salle d'accouchement et à la sérénité, la rigueur pour pouvoir accoucher. Que le bébé soit en bonne santé, la maman aussi parte en bonne santé, sans séquelles. Il y a plusieurs femmes qui accouchent, mais qui portent des séquelles à vie. Absolument. Oui. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers mes réseaux sociaux, en réinventant pour donner une nouvelle image à la sage-femme. Très rapidement, Madame Koumaï, alors que se passe-t-il dans la tête d'une sage-femme quand elle se lève le matin, regarde dans la glace pour aller au boulot? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Premièrement, nous allons à la découverte de nouvelles personnes, avec qui nous allons collaborer pendant 9 mois. Nous allons recevoir des gens avec qui nous aurons 2 vies dans la main. Nous avons l'esprit d'anticipation que j'ai dit et d'engagement plus haut parce que dès que je me lève, je suis sereine, j'ai confiance en mes compétences. Mais quel cas m'attend? C'est ça. Quelle complexité je vais retrouver dans ma journée. Nous avons également l'esprit d'incertitude, surtout en salle d'accouchement. Rien n'est sûr, hein? Rien n'est sûr. Une grossesse qui a bien commencé, bien évolué, peut changer à tout moment. Un accouchement qu'on a bien commencé, qui évolue très bien, les complications peuvent survenir à tout moment. Mais la sérénité et l'engagement fait que nous avons la responsabilité de tout faire pour que cette maman accouche dans de bonnes conditions avec un bébé bien portant. Donc voilà, en dehors de ça, vous allez nous voir le matin, on se maquille très bien pour aller, c'est passionnant. On fait sa petite prière aussi, n'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est important, parce que moi j'ai l'habitude de dire que lorsque vous êtes une femme enceinte, vous faites vos consultations prénatales, vous respectez vos bilans, la main de Dieu est importante dans ce parcours, dans ces 9 mois de parcours. Le jour de l'accouchement, la femme a besoin de la main de Dieu, la sage-femme a besoin de la main de Dieu pour pouvoir délivrer la femme. C'est ça. Vous avez exercé pendant quelques années dans le public avant d'aller dans le privé. Est-ce pour avoir plus de liberté ou bien plus de... parce que vous avez constaté des choses qui ne vous siègent pas forcément là-bas? Au début, ce n'était pas une déception, je n'avais pas le choix. Et j'ai commencé, c'était les contrats bénévoles, après tout c'est l'ANPE, après tout c'est les stages conventionnels, je ne vais pas donner le salaire. En 2020, rien n'était plus imposé. Ce n'était plus possible pour moi d'avoir un contrat parce que le ministère avait dit non. Je me suis retrouvée à être nounou ménagère, ce que nous appelons communément les bornes. La domestique. Et ça n'a pas marché. Et je me suis lancée dans l'éducation sexuelle à domicile. Moi, je viens accompagner les parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Après tout, j'ai vu que les parents demandaient les soins à domicile. Je me suis lancée dans les soins à domicile. Voilà comment j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet d'accompagnement à la naissance. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée de me diriger vers là? Parce que j'ai fait un constat. La majorité des femmes qui viennent au CHU pour accoucher ne sont pas préparées. Elles sont confrontées brusquement à des douleurs qui ne disent pas son nom. Laissant des séquelles qu'elles traînent à vie.
Pourquoi? Parce que, le personnel de santé n'a pas le temps nécessaire pour donner les informations nécessaires. Quand je dis personnel de santé, je vais parler des sages-femmes, je vais parler des gynécologues. De deux, ils ne disposent pas de compétences nécessaires et également le matériel nécessaire. Donc, moi, je me suis dit, mon équipe et moi avons mis en place ce cabinet d'accompagnement pour accompagner les couples qui désirent se lancer dans ces aventures, dans l'aventure d'avoir un enfant, d'avoir cet enfant dans une vie extraordinaire, dans une vie souhaitée, pas comme traditionnellement, comme on le pense. C'est ce qui m'a amené à mettre en place ce cabinet. Aujourd'hui, j'ai le cabinet aussi, nous faisons la formation, le recrutement, la formation des doulas. Les doulas, c'est les accompagnants qui sont personnels de santé. Vous voulez accoucher, vous n'avez pas un parent à côté, vous venez, et un doula vous accompagne. Et, voilà ce que je fais, ce qui m'a amené. Donc, au départ, je n'avais pas le choix. Et aujourd'hui, je me suis lancée. J'ai 3 sages-femmes, j'ai des infirmiers aujourd'hui, ce qui m'a permis de créer de l'emploi à la population togolaise. Oui, alors une grossesse, c'est 9 mois, n'est-ce pas? Alors, à quelle étape, à quel moment, à quelle période, n'est-ce pas, de la grossesse, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de conseils? Et de quel conseil la femme enceinte a-t-elle besoin? Je pense que la profession sage-femme ne se limite pas à la grossesse, c'est depuis l'âge de la puberté. Déjà, une femme, à partir de l'âge de puberté, a besoin des conseils d'une sage-femme dans l'élaboration de son projet de naissance. Maintenant, lorsque la grossesse est là, il faut l'accompagnement de la sage-femme pour les consultations prénatales. Au début, on a besoin d'un bilan et d'un plan d'accouchement. À partir de quel mois peut-on commencer ces consultations prénatales? Les consultations prénatales, c'est lorsqu'on a l'arrêt des règles. Quand on n'a pas de règles, on commence les consultations prénatales parce que l'absence des règles ne signifie pas que vous êtes enceinte. Ça peut être un signe d'une complication. Donc, lorsqu'une femme n'a pas de règles, la première des choses, c'est qu'elle doit aller chez une sage-femme ou un gynécologue. Même si elle fait le test de grossesse. Pour vérifier. Pour vérifier. Même pour être sûr. Pour être sûr. Même si elle fait le test de grossesse et que c'est positif, ce n'est pas parce qu'il y a la grossesse que ça veut dire que l'enfant est dans l'utérus. Il faut aller confirmer, que l'enfant que je porte se trouve dans l'utérus. Il faut aller vérifier que quand on ça peut aussi se trouver ailleurs, c'est ça? Grossesse extra-utérine, voilà, dans le vernacular, on dit foie d'eau la maintenant. Donc, il faut aller vérifier, confirmer que c'est dans l'utérus. De deux, il faut aller vérifier que l'œuf que je porte là, est-ce qu'il est capable de devenir un embryon? Nous avons ce que nous appelons les œufs clairs. Les œufs que les enfants que nous accouchons, au début, c'est l'œuf. C'est cet œuf qui évolue vers un embryon qui grandit vers l'œuf fœtus. Donc, lorsqu'il n'y a pas les règles, on doit aller directement commencer les consultations prénatales pour prévenir des complications gynécologiques. Voilà. C'est ça. Et la prise en charge consiste à quoi? La prise en charge, la consultation prénatale, ce que l'OMS a recommandé aujourd'hui, durant les 9 mois, la femme a 8 consultations à faire en raison d'une consultation chaque mois. La consultation prénatale, c'est l'ensemble des soins et des conseils prodigués à la femme par la sage-femme ou le gynécologue. Cette consultation prénatale consiste à prévenir des pathologies, à déceler des complications qui peuvent survenir. Vous savez qu'une sage-femme soit là ou pas, qu'un gynécologue soit là ou pas, s'il y a une grossesse, s'il n'y a pas de complications, la grossesse va évoluer. Le jour de l'accouchement, que la sage-femme soit là ou pas, que le gynécologue soit là ou pas, l'enfant va sortir. Nous, notre rôle, c'est de prévenir des complications, c'est de détecter une pathologie comme le diabète gestationnel, la pré-éclampsie et mieux prendre en charge. Donc, voici ce que nous faisons et, durant les 9 mois de grossesse. Nous avons également les bilans que nous allons demander. Premièrement, comme la numérotation formule sanguine pour voir le taux de sang. Toute femme en âge de procréer a un problème d'anémie. 50% des femmes en âge de procréer a un problème d'anémie. Donc, quand il y a une grossesse, il faut supplémenter le fer. Nous allons faire la SLV pour voir est-ce qu'il n'y a pas le VIH, s'il y a le VIH, comment faire dès le début pour prévenir la transmission mère et enfant. Nous avons le groupage pour voir est-ce que la maman est de rhésus négative. Si elle est de rhésus négative, est-ce qu'elle a eu des grossesses, des antécédents d'avortement pour mieux prendre en charge, pour prévenir des accouchements des enfants morts-nés. Nous avons plusieurs bilans que nous faisons. Également l'échographie au début, l'échographie pour s'assurer que la grossesse que la dame porte, l'embryon se trouve dans l'utérus. Nous avons la deuxième échographie au deuxième trimestre pour voir
le poids de l'enfant, Oui. pour voir la quantité de liquide amniotique dans lequel baigne l'enfant, pour voir également la qualité Tout de cela est ce déterminant hein, tout pour cela, un accouchement point, heureux. Oui. vraiment. Et à la fin, pour faire la troisième échographie pour voir si l'accouchement par voie basse est possible. Voici ce que nous faisons durant les 9 mois de grossesse. Moi, je dis à mes patientes que les consultations prénatales seules ne sont pas suffisantes pour assurer un accouchement ou bien une grossesse sans complications à une femme. C'est pourquoi nous disons, pour ceux qui ont des moyens, peuvent souscrire, peuvent avoir recours à des cours de préparation à la naissance. Les cours de préparation à la naissance, c'est les cours que nous donnons aux femmes enceintes qui leur permettent d'avoir toutes les informations liées aux différentes transformations, aux différentes modifications que leur corps va subir durant les 9 mois. Les consultations prénatales, la charge et la pression du travail fait que nous, les sages-femmes dans les centres publics, nous n'avons pas assez de temps pour donner ces informations nécessaires. Je le dis parce que j'ai fait au moins 6 ans dans un centre public. Donc voilà pourquoi nous conseillons aux couples de souscrire au cours de préparation à la naissance. De plus en plus, on voit toutes ces gymnastiques que font les femmes enceintes quand le travail va commencer. Est-ce que ça prépare le corps? Comment expliquer cela? Parce que ce qui veut dire que finalement, une femme enceinte n'est pas obligée de rester tranquille sans rien faire. Parce que pendant longtemps, on pensait que trop de mouvements, trop d'activité peut agir sur la grossesse, c'est ça? Quand nous prenons les cours des accouchements prématurés, la sédentarité fait partie des cours d'accouchement prématuré. Une femme enceinte qui a une grossesse sans complications, là, elle peut continuer ses activités comme d'habitude. Maintenant, nous avons des gymnastiques. Aujourd'hui, le problème des femmes, c'est qu'après un accouchement, on ne peut plus avoir accès à sa garde-robe. Pour nous, maintenant, comment accompagner la femme pour avoir un poids raisonnable? Quand on est enceinte, il y a le poids du bébé, il y a le poids du lait dans le sang, il y a le poids du placenta, le poids du liquide amniotique, le visage qui devient bouffi, qui fait que les femmes pensent surtout que lorsque c'est une première grossesse, on se dit après l'accouchement, je vais retrouver ma forme. Mais après l'accouchement, elle se dit que mais mon ventre est toujours comme c'était. C'est ça que la dépression chez plusieurs femmes. Nous les accompagnons pour qu'elles comprennent que le jour de l'accouchement, si tu gagnes 15 kilos, peut-être c'est 3 kilos que tu vas perdre. Les 12 kilos, il faut faire attention pendant la période de l'allaitement. Ne pas tout manger pour encore prendre excessivement le poids. Pendant l'accouchement, les gens se disent que on dit la douleur de l'accouchement, comment est-ce que c'est douloureux, comment ça se fait? Nous les apprenons comment supporter, comment gérer la douleur. Donc voilà ce que les positions, les gymnastiques que nous faisons, ça permet d'accommoder le bassin. Vous savez, quand on dit le bassin, c'est les os. La chair, c'est la chair qui couvre les os. Nous voyons comme la hanche, donc c'est les os. Ces gymnastiques vont permettre l'accommodation pour faciliter la descente du bébé. Ça permet également de prévenir les déchirures. Un périnée qui est entraîné à faire des mouvements le jour de l'accouchement, les risques de faire une déchirure peuvent être minimisés. Donc voilà l'importance de ces cours. Et après même l'accouchement, ça continue. Il faut retrouver son bon appareil génital pour ne pas dire. Les hommes se plaignent. Nous avons vu des pays où les hommes se sont plaints après l'accouchement de leur femme que je n'ai pas reconnu le vagin de ma femme. Ah bon? Oui, les hommes. Il y a des incidences sur l'appareil génital, l'accouchement? Quand on prend le vagin, c'est l'ensemble des muscles. Et quand on dit un muscle, il y a eu les hormones. Pendant la grossesse, les hormones, les muscles sont relâchés. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. On pense que c'est large, le vagin est devenu large. Non, c'est les muscles qui se sont relâchés. Après un accouchement, il faut un accompagnement pour retonifier ces muscles pour que le monsieur puisse retrouver sa joie de départ. Merci madame pour ces explications. Alors, de par votre expérience, quelles sont les complications les plus courantes que vous avez rencontrées dans l'exercice de ce métier qui est pour vous une passion? La complication qui fait continuer de faire les ravages, nous avons aujourd'hui la pré-éclampsie Qu'est-ce que c'est? La pré-éclampsie, c'est la tension artérielle qui survient chez une femme enceinte qui n'avait pas de tension à partir de 20 semaines, c'est-à-dire à partir de 6 mois. Ça peut venir à partir de 6 mois. Cette tension peut arriver à tout moment, même la veille de l'accouchement. Ça peut survenir, ça tue. Ah oui, c'est vrai. On a vu des femmes qui ne souffrent pas de tension artérielle, mais qui subitement... Plus que même la veille de l'accouchement, même le jour de l'accouchement, on peut détecter cette tension. C'est pourquoi quand elles viennent,
pendant les consultations prénatales, nous le suivons. Nous prenons la tension artérielle, la protéinérie pour voir les odeurs. Nous avons le diabète gestationnel. C'est le diabète qui survient chez une femme enceinte qui n'avait pas de diabète à partir de 5 mois. Voilà des complications. Nous avons un enfant qui grandit plus que son poids. Nous avons des complications comme la position transversale où il faut césariser obligatoirement. La position transversale, c'est-à-dire l'enfant est comme ça, il va sortir premièrement pour le bras. L'accouchement est impossible. Nous avons la souffrance fœtale, c'est-à-dire un enfant brusquement qui commence par souffrir dans l'utérus. Il y a plusieurs complications qui peuvent survenir à tout moment. Et surtout aujourd'hui, ce qui fait, il y a aussi le paludisme. Aujourd'hui, le paludisme sur la grossesse. Pour la mère ou bien pour l'enfant? Pour les deux. Les deux, oui. Pour les deux. Nous avons même des bébés qui sont nés avec le palud. Nous avons les bébés parce que lorsque le taux de plasmodium est trop élevé, des études récentes ont démontré que ça peut traverser le placenta. L'enfant peut être infecté depuis le ventre de la maman. Donc, cette souffrance fœtale, vous allez voir, la maman, elle a dit, ma grossesse, il n'y a rien, l'accouchement a commencé brusquement. On dit l'enfant souffre ou bien, ce qu'on a l'habitude de dire, l'enfant a bu de l'eau, il faut courir soit au bloc ou bien après l'accouchement. Voilà, il faut aspirer l'enfant, Voilà les types de complications que nous voyons sur le terrain. Nous avons également l'hémorragie qui est là, qui tue assez de femmes et voilà quelques complications que je peux citer. Bien, merci. Alors, que dirais-vous pour clore cette page, ce premier volet de notre discussion portant sur votre vie de sage-femme, qui est pour vous une passion? Moi, ce que je vais dire à la population, surtout aux femmes, c'est que vous connaissez votre corps. Lorsque vous venez pour les consultations prénatales, la sage-femme n'est pas une magicienne. C'est l'information de votre corps que vous nous donnez, c'est avec ça que nous travaillons. Quand vous venez, la sage-femme, c'est quelqu'un qui est censé connaître votre intimité. Ne nous cachez rien, nous ne sommes pas des magiciens. Donc, collaborez avec vos sages-femmes. Et elles ne sont pas sorcières, elles ne sont pas méchantes. Et lorsque vous avez aujourd'hui le choix de faire, vous avez le droit de faire le choix de votre sage-femme. Vous avez, si une sage-femme vous suit que vous n'êtes pas satisfait, vous avez le droit de demander le changement d'une sage-femme. Donc, je profite pour leur dire, quand on est une femme, quand on est une patiente, c'est important de connaître ses droits et savoir à quel moment ces droits sont violés. Et quand on est violenté, surtout pendant l'accouchement, il ne faut pas garder silence. Et quand je dis violence, ce n'est pas seulement les violences verbales, ce n'est pas seulement les violences physiques. Lorsque vous allez dans un centre de santé, qu'il n'y a pas un équipement, ça fait partie des violences obstétricales. Lorsqu'il n'y a pas de sage-femme ou bien la sage-femme n'est pas compétente, ça fait partie des violences obstétricales. Ne gardez plus silence. Grace Koumaï, vous êtes mon invité dans cette émission, nouveau numéro de Rencontre Échange. Nous parlons de la sage-femme, son rôle dans la société. Et Madame Grace Koumaï est sage-femme libérale. Elle exerce dans la profession depuis une dizaine d'années maintenant. C'est elle qui est mon invitée. On va changer de sujet. Comme vous avez plusieurs casquettes, la deuxième casquette va tomber maintenant. Nous allons parler de votre engagement politique. Vous n'êtes pas que l'engagement social ne vous a pas suffi quand vous étiez aux côtés des femmes pour les aider, et ce que vous continuez toujours de faire. Mais vous avez aussi opté pour l'engagement politique. N'avez-vous pas peur de cet terrain politique togolais où se trouvent de gros morceaux? De gros morceaux, qu'est-ce qu'on met dans gros morceaux? Moi-même, je me dis, je suis gros morceau parce que je suis à la veille de mes 40 ans, avec 10-12 ans d'expérience en politique. Je suis aussi gros morceau. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'être un peu visible, mais j'ai mon bilan, il est intéressant. Oui, puisque vous étiez honnête comme vice-présidente et directement derrière le patron du parti. Que vous profitez de répondre. Moi, aujourd'hui, je me dis, une jeune femme en politique, ce n'est pas aisé dans un climat où il y a les vétérans, comme vous venez de le dire. Mais je me dis que chaque occasion est une opportunité unique pour moi. Et, la détermination, la résilience doivent être mes alliés pour que je puisse renforcer mon leadership et pouvoir satisfaire, donner ce dont les Togolais ont besoin. Également, j'ai confiance en mes capacités. Je me dis aujourd'hui, la compétence politique ne se limite pas au sexe, ne se limite pas également à l'âge.
Oui. Vous voyez, la compétence politique doit être liée à la vision, à l'engagement et surtout des actions. Et aujourd'hui, quand je fais mes bilans des actions, je sais que j'ai confiance en moi. Je dis que je dois continuer par faire l'effort pour prouver à la population togolaise que je suis à la hauteur de ce que je dis. Mes actions vont le prouver. Et vous le savez, quand on dit anciens, les anciens, eux, ils ont de l'expérience. Nous venons avec de nouvelles énergies. Nous venons avec de souffle nouveau. Nous comprenons mieux les problèmes contemporains. Donc, nous ne venons pas pour concurrencer ceux qui sont là, mais je crois en la collaboration, en la complémentarité. Cette complémentarité est nécessaire pour l'évolution dont nous avons pour le Togo. Mais attention, n'oubliez pas que quand on dit les vétérans, tout laisse. Cette génération partira aussi. Il faut créer une génération spontanée au cas où. Maintenant, quand elle dit partir, vous allez poser la question comment ils vont partir. Tout laisse. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à l'engagement politique? Avez-vous senti une déception, en tout cas, quelque chose que vous voulez corriger? Une déception, non. Quand j'étais sage-femme, déjà le lycée, je faisais partie des mouvements. Quand je suis devenue sage-femme, j'ai vu le problème de la profession sage-femme où j'ai entendu le ministre dire « ne nous formons pas pour la fonction publique, il faut se chercher ». Je me suis lancée dans le syndicalisme. J'étais la coordinatrice du Grand Lomé du SILASO, syndicat libre des agents de santé. Et j'ai l'opportunité, le SG me donnait l'opportunité, à chaque fois quand il y a des négociations avec le ministre, le gouvernement, j'étais présente. Je me suis rendu compte que entre les acteurs de la santé et le gouvernement, le résultat n'est pas ça parce que le langage ne passe pas. Les acteurs de la santé ont un langage technique, mais au niveau du gouvernement, ils ont un langage politique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et finalement, nous faisons des heures de discussion, sort et sans suite. J'ai dit, donc il y a encore un niveau où les idées se prennent, donc je dois aller vers là. Et déjà en 2015, j'étais là, je regardais, et 2017, finalement, je me suis retrouvée dans le nouvel engagement togolais, mon ex-parti. Voilà. Bon, on ne va pas vous demander pourquoi avez-vous quitté, hein? Pourquoi j'ai quitté? Mais vous avez déjà demandé pourquoi j'ai quitté le nouvel engagement, mon ex-parti. Dans le staff, hein, de vice-président, c'est pas n'importe qui. Hein. Depuis 2017, j'étais chargée de la promotion du genre des affaires féminines et c'est fin 2018 et j'étais devenue deuxième vice-présidente nationale. Pourquoi j'ai quitté? J'ai vu ma vision épouser la vision du parti, j'ai intégré le parti. Oui. Et quand aujourd'hui, je me rappelle de ce parti, le nom que je retiens, c'est le nom d'Iritama, Commandega. Que Dieu apaise les cœurs. J'ai promis ne jamais parler publiquement de cet homme. Et je m'engage à ne jamais parler publiquement de lui. Mais aujourd'hui, ma lutte, c'est pour dire... Ils sont nombreux, ces jeunes, ils sont nombreuses, ces jeunes femmes qui sont également victimes, qui vivent dans le silence avec cette douleur. Moi, j'ai décidé de me lever pour leur dire que l'avenir de ce Togo dépendra de notre persévérance. Vous m'excusez si j'ai répondu... Vous êtes ému là, hein? Vous m'excusez si j'ai répondu à cette question avec tant d'émotion. Que Dieu apaise les cœurs. Tout à fait, c'est compris à demi-mot. Et alors, vous avez décidé vous-même de lancer un mouvement, hein? Je sais pas, c'est en gestation, je crois, les Nouveaux Patriotes, c'est ça? Le Nouveau Patriote, c'est un mouvement politique, une équipe qui a décidé de résilier, de se lever, dire nous ne devons pas baisser les bras. Donner le goût du militantisme à un Togolais lambda. Parce qu'ils sont nombreux, ces Togolais aujourd'hui, qui ont fermé leur cœur à la politique. Ils sont nombreux, ces jeunes femmes qui ont fermé la porte à la politique. Parce que ça va donner quoi? Les aînés en ont fait. Quels résultats nous avons eus? Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire que c'est ces personnes qui sont habilitées à faire la politique au Togo. Aujourd'hui, moi, je me lève en tant que jeune. Je dis souvent que je suis le baromètre du jeune Togolais. Parce que je suis le jeune Togolais.
un jeune Togolais qui venait à l'émission qui a pris Sotral. Je le suis. Je suis une jeune, je suis dans une cour commune. Dans un quartier poto-poto, comme j'ai l'habitude de dire. Mais je m'engage. On ne doit pas attendre des millions à avoir des comptes. Chacun doit jouer sa partition. Si chaque jeune dit, voilà mon niveau, voilà mes exigences, voilà ce que je peux faire pour que l'avenir de Togo soit meilleur pour la génération future, nous pouvons le faire. C'est ça. Donc, avec ce mouvement, c'est bien vrai que le pays au Togo, il n'y a pas un cadre légal pour les mouvements politiques, mais nous avons trouvé une stratégie pour sensibiliser la population, comme je le dis, pour créer les nouveaux patriotes. Aujourd'hui, quand on dit le jeune Togolais, la jeunesse togolaise représente combien? Plus de 11% de la population togolaise. Quand on prend numériquement, cette jeunesse devait être une richesse, un atout pour le devenir, le développement de ce Togo. Mais je ne vais pas peindre en noir le statut social de la jeunesse togolaise, reconnaissant que le jeune Togolais vit le noir. Il broie le noir. Donc, vous comptez encore sur cette jeunesse pour prendre la relève et donc aller de l'avant et changer les choses? C'est pour ça que je dis, mon objectif, c'est de créer une génération spontanée qui va relayer la génération qui est en train de partir. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître, quitter les choses. À un moment donné, pourquoi on dit qu'il y a la retraite? À un moment, il faut accepter, reculer, donner la place aux jeunes, être un mentor. Aujourd'hui, les aînés que je vois, ils sont nos mentors, ils ont l'expérience. Nous venons avec l'énergie, le sang circule, le sang bout, on arrive à parler. Mais il faudrait qu'ils nous donnent l'opportunité, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, de donner la place à la nouvelle génération. Il faudrait aussi que nos mentors, nos papas, nos grands frères soient nos mentors, nous donnent l'opportunité aussi. Nous avons des stratégies, les stratégies n'en manquent pas. Mais ce que je vais dire, quand on dit stratégie, en politique, chacun peut jouer sa partition, chacun peut jouer son rôle, peu importe les exigences. Bien, merci, Madame Koumaï. Nous parlons de l'engagement politique de la femme. Alors, quand le constat fait état du fait que les femmes s'engagent peu en politique, il faut être brave comme Madame Koumaï pour s'y engager, n'est-ce pas? L'engagement, je vais vous dire, quand on crie, moi j'ai été chargée de la promotion du genre, de la promotion. J'ai été la coordinatrice du genre de la promotion féminine pendant 2 ans. Je connais à peu près le terrain. Pourquoi les femmes ne sont pas en politique? On dira mieux, pourquoi les jeunes ne sont pas en politique? Le système qui est mis en place ne favorise pas l'engagement de la femme togolaise. Mais nous disons, quand on dit le dernier recensement, 51% de la population est composée des femmes. Est-ce qu'on peut composer et on peut diriger un pays, on peut décider pour un pays sans 51% de sa population, presque plus de la moitié de sa population? La femme aujourd'hui, ça devait être une nécessité, une obligation pour avoir des voix féminines dans la politique. Mais la première des choses, il faudrait que ce système qui est mis en place puisse les avantager. Souvent, nos leaders politiques, leur réalité, leur programme, leur vision n'est pas également adaptée à la réalité de la femme. La femme est plus sociale. La femme a cet amour spontané de la famille. Quand on dit famille, ce n'est pas forcément les enfants que j'ai accouchés. La famille le prochain. Donc cet amour, cette douceur de la femme fait que la femme devait être une transition pour retrouver une solution pour ce pays. Donc on ne peut pas dire qu'on peut construire ce pays sans 51% de sa population. C'est impossible. C'est ça. Oui, mais de plus en plus de femmes entrent en politique et au gouvernement maintenant, on en a vu. Les femmes, elles sont là, même quand on prend même les associations. Elles sont nombreuses à être des présidentes d'associations. Elles sont présentes à être des présidents. Mais pourquoi c'est en politique qu'on ne les voit pas? Mais si aujourd'hui vous me parlez du gouvernement duquel nous avons 9 sur 35, c'est insignifiant. 9 femmes sur 35, c'est insignifiant. C'est ça. On peut faire mieux. C'est ça. Vous me permettez de faire une belle transition vers le dernier volet de notre débat qui va porter sur
n'est-ce pas, l'actualité politique, votre regard là-dessus en tant que leader politique et femme engagée, n'est-ce pas, dans l'action politique. Alors, on connaît depuis quelques heures, quelques jours, le visage du nouveau gouvernement qui va conduire la transition vers la 5e République, n'est-ce pas? Que dire rapidement de cette équipe, de cette nouvelle équipe gouvernementale, enfin, puisqu'il y a des nouvelles têtes dedans, n'est-ce pas? Est-ce que ce gouvernement est accepté par la majorité des Togolais? Point. Lorsqu'il y a une équipe pour conduire, pour diriger, il faudrait que cette équipe aspire à la volonté de ceux qu'on va diriger. Mais si cette équipe qui est mise en place, ce gouvernement qui est mis en place, est accepté par la majorité des Togolais, pour ne pas dire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, quand on dit transition, c'est bien vrai. Moi-même, je continue par apprendre de ça pour comprendre avant de donner mon avis de ça pour la transition. Nous attendons les résultats. S'ils peuvent faire mieux, la jeunesse, il faut investir dans la jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Togo, comme je l'ai dit, investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent. Et c'est une épargne pour le futur. C'est Michel Sidibé qui l'a dit. Donc, s'ils peuvent faire mieux, ce dont le Togolais a besoin, ce dont le Togolais lambda a besoin aujourd'hui, le manque des pluies, la sécheresse, le jeune devient quoi? Qu'est-ce qu'on a pour redonner ce sourire, cet espoir à un Togolais lambda? C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est ça. Vous faites une lecture de l'actualité politique togolaise depuis ces derniers temps. On parle de cette 5e République. L'opposition est vent debout contre cette nouvelle loi fondamentale. Ça va aboutir à quoi finalement? J'ai dit plus haut, moi-même, je n'ai pas encore compris. Je continue par apprendre pour mieux comprendre. Mais ce que je sais, c'est que le Togolais, chaque Togolais, tout Togolais a besoin d'un changement de régime. Mais pas un changement qui n'est que cosmétique. Est-ce que le changement du régime, ce changement de régime aspire et respecte l'aspiration profonde de la population togolaise? Est-ce que ce changement de régime peut rompre les anciennes pratiques qui continuent par immobiliser le Togo, qui continuent par mettre le Togo dans l'injustice? Quand on dit un changement de régime, ce n'est pas que le changement de visage. Oui. Il faut changer la manière de gouverner. Et nous disons, ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. C'est ça. Autre sujet qui intéresse, notre pays est confronté au terrorisme. Depuis un temps, il y a des assauts djihadistes dans la partie septentrionale du pays. Alors, la menace est réelle. Et que faire? Parce que chaque jour, ce sont nos frères, nos soeurs, nos familles qui sont touchées par ce phénomène. La sensibilisation de la population. Que la population prenne conscience, que chaque citoyen togolais prenne conscience qu'il a un rôle à jouer dans ça. Donc, continuer par éduquer, continuer par informer. Il faut toujours relayer l'information. Lorsqu'il y en a une personne suspecte, il faut alerter. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être l'un, demain ça peut être l'autre. Personne n'est épargné. Et je profite pour dire courage à toutes les familles qui sont touchées par ces gestes inhumains. Je dis, fais un coucou, courage à tous nos hommes de combat qui sont sur le terrain. Oui. Et on continue par faire des doléances au gouvernement pour qu'on mette à disposition de ces hommes de combat le matériel nécessaire, le dispositif nécessaire pour qu'ils puissent bien faire leur travail. C'est cela. Mais que chaque citoyen togolais prenne conscience, c'est réel, c'est réel. Chacun a son rôle à jouer. C'est ça, ça m'intéresse, l'appel à la conscientisation que vous appelez, auquel vous appelez les Togolais. Mais revenons encore à la jeune fille, puisque vous y êtes un leader d'opinion.
Alors, si on reposait le problème de l'éducation de la jeune fille, quels sont les points clés qui va consister, n'est-ce pas, à recadrer la jeune fille togolaise, la jeunesse togolaise dans son ensemble, et particulièrement la jeune fille, à justement prendre conscience des enjeux et défis du moment? Je me pose la question parce que j'ai aujourd'hui une ONG, Faire la naissance autrement, qui est créée depuis 2017. Aujourd'hui, je peux dire que 7 ans. Nous faisons des sensibilisations au niveau des jeunes filles. Mais je me suis rendu compte que les écoles dans lesquelles nous mettons plus d'énergie dans les sensibilisations, le phénomène d'irresponsabilité des jeunes filles, vous m'excusez un peu, le thème est toujours là, parce que le taux de grossesse indésirée continue toujours par accroître. Le taux de grossesse et des avortements volontaires, clandestins, prennent toujours de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Que les parents prennent leurs responsabilités. L'éducation doit commencer à la maison. Mais quand on dit les parents, il faudrait que le parent même maîtrise avant de donner, de communiquer. Nous avons des parents même qui n'ont pas encore fini de grandir. Nous avons des parents qui sont toujours, ils sont toujours mineurs. Ah bon? Oui, nous avons des parents. Vous allez aujourd'hui à la pédiatrie, vous allez voir papa, maman, tous sont hospitalisés à la pédiatrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous continuons pas à réfléchir. Nous continuons les sensibilisations pour l'éveil de conscience, pour leur dire tout est possible. Quand on est une femme, on a plus de responsabilités parce que on aura la vie d'un enfant. On aura la vie du monsieur. Donc, quand on est jeune femme, il faut vraiment avoir une base. C'est ce que tu es. C'est par rapport à ce que tu fais que la société va te respecter. Oui. C'est par rapport à ce que tu donnes à la société que ton mari, ta famille va te respecter. Bas la terre, on peut y arriver. Mais nous continuons la sensibilisation. Sauf que nous sommes envahis par les jouets numériques maintenant, et les téléphones, les smartphones, les comptes sociaux, les réseaux sociaux, qui véhiculent plus de messages nocifs que de bons messages à l'endroit de la jeunesse. Il faut recadrer. Il faut sensibiliser. C'est pourquoi j'ai mis l'accent au niveau des parents. Si le parent sait que mon enfant a accès à temps, mon enfant ne doit pas avoir accès à ci. Quand on discute, il y a un élément que j'ai oublié. Oui. Le manque de la communication au sein de nos ménages, au sein de la famille. On ne communique plus. On ne communique plus. Il faut commencer dès les bas âges. Moi, je faisais, entre parenthèses, une anecdote, une sensibilisation. Dans une école, les élèves de CE1 sur les dysménorrhées, les règles douloureuses. Nous posons la question, dit, oui, moi j'ai vu ça sur l'internet, oui, moi j'ai entendu, parce que c'est elle qui pose la question, oui, madame la sage-femme, pourquoi maman est méchante quand elle est en règle? Ah bon? Elle dit, comment elle a su que maman était en règle? Maman, quand elle est en règle, elle dit, ok. Elle est en règle. Tu as remarqué, tu as discuté avec maman. À chaque fois, je vais poser la question à maman. Elle me renvoie. Ces enfants posent des questions. Dès qu'on pose, comment tu as dit, c'est sur Internet. C'est lorsque maman et son ami causent. C'est lorsque papa est au téléphone. C'est lorsque maman est au téléphone pour dire que les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'avant. Nous, les enfants d'aujourd'hui, il faut savoir communiquer, comment communiquer, quoi cacher, quoi ne pas cacher. C'est ce qui m'a fait mettre en place l'éducation sexuelle chez les enfants. Il y a certains parents qui ne peuvent pas rester devant leurs enfants prononcer certains mots. Mais c'est important. Si tu ne le fais pas, la rue va le faire. Si un parent refuse de le faire, la télévision va le faire. Si un parent refuse de le faire, les réseaux sociaux vont le faire à sa place. Et c'est là que ce qui nous conduit vers le pire. C'est ça. Oui, mais particulièrement vous êtes présent sur les réseaux sociaux, on voit sur TikTok, vous communiquez beaucoup par là aussi. Oui, l'un des projets phares de mon ONG, c'est la communication digitale, la campagne digitale. Ce qui m'a amené en 2020 à mettre en place ces plateformes Sage-Femme à Confidente. Je me suis dit, c'est un canal par lequel
je vais fournir l'information. Vous savez, quand les femmes viennent à l'hôpital, vous leur donnez l'ordonnance. Vous ne prenez pas le temps pour expliquer, elles vont exposer ça sur les réseaux sociaux. Qui pour m'expliquer? Donc moi, je me suis dit, lorsqu'il y a les personnels de santé pour recadrer, tout le monde donne l'information sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il y a une personne qui connaît, qui donne des informations fiables, ça peut aider un Togolais lambda à prévenir une complication. Aujourd'hui, nous avons, quand on prend une maman de, par exemple, Tcharekopé, une maman de Halekwabundo, une maman d'un village Biancouri, Titira, peut-être qu'il n'a jamais vu une sage-femme. Oui. C'est l'accoucheuse. Voilà. Et si elle a une sage-femme pour répondre à sa question instantanément, mais même le fait de dire que madame, ce que tu as, ce n'est pas normal, cours vers l'hôpital. Des fois, ils sont là parce que la société a dit tant, la maman a dit tant, la famille, le monsieur a dit tant. Elle cherche une oreille attentive pour l'écouter. Le fait de s'assurer que, voilà, il y a une sage-femme pour me donner son avis, c'est important. Voilà l'objectif qui m'a amené aujourd'hui à mettre en place ces plateformes. Ma sage-femme, ma confidente, nous sommes sur Facebook, TikTok, YouTube. Nous avons aujourd'hui 8 plateformes WhatsApp où nous avons 850 personnes par groupe. C'est ça. Vu ma disponibilité, le temps, c'est bien vrai que ces plateformes ne sont pas actives, mais je me rends compte que ça aide beaucoup de femmes. Elles ne me connaissent pas, mais mes services avec les réseaux sociaux, le digital. Et aujourd'hui, j'ai eu une opportunité d'être accompagnée par Nanatech. Comment utiliser le numérique, le potentiel numérique pour faire, pour publier, pour donner mes informations, mes services dans tous les coins du pays. C'est cela. Merci Grace Koumaï. Vous êtes sage-femme libérale, vous êtes leader d'opinion, femme politique. Vous avez accepté de venir sur nos plateaux pour échanger avec nous sur des sujets d'intérêt commun, de discussions à bâton rompu. Cette émission, ces échanges tirent à leur fin. Alors que dire finalement en fin d'émission, en fin d'échange? Quel message vous avez à faire passer à la jeunesse qui vous importe et surtout la jeunesse féminine? La jeunesse féminine, la détermination, la résilience doivent être nos alliés. Notre avenir ne dépend pas de quelqu'un. Il faut une résilience pour pouvoir nous affirmer. Personne ne viendra dans nos maisons nous chercher. Levez-vous vous-même, allez au front. C'est cela. Je profite pour dire merci à vous. Merci à toute l'administration de la RTDS pour cette opportunité. Pour moi, tout canal par lequel je vais passer l'information à la population togolaise, je dois dire merci. Merci à vous aussi pour votre disponibilité. Merci pour ce temps passé en studio. Amis téléspectateurs, c'était des échanges avec Grace Koumaï. Elle est donc sage-femme libérale et acteur politique de notre société. Elle a été mon invitée. Je vous retrouve samedi prochain pour de réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci madame. Merci. Merci.